Ton nom est peut-être français, italien ou allemand, mais ton ADN, lui, raconte une autre histoire. Avant les Gaulois, avant Rome, avant même les mots, des peuples oubliés ont modelé ton héritage génétique. Et si l'Europe n'était pas née dans les livres, mais dans le sang de ceux qu'on a oubliés? L'histoire de l'Europe s'écrit dans les pierres, les langues, mais aussi dans nos cellules. Depuis une vingtaine d'années, l'archéogénétique bouleverse tout ce qu'on croyait savoir. Grâce à l'ADN ancien prélevé sur des ossements vieux de milliers d'années, les chercheurs retracent les grandes migrations humaines, bien avant les chroniques des historiens. Ce que ces analyses révèlent est troublant. Les Européens d'aujourd'hui ne sont pas les descendants d'un seul peuple, ni même d'une seule culture. Ils sont le fruit d'au moins 3 grands apports génétiques majeurs, issus de vagues migratoires séparées par des millénaires. Et pourtant, peu de gens savent réellement qui étaient ces peuples, d'où ils venaient et comment leurs gènes sont toujours là en nous. Cette vidéo va te révéler ce que ton ADN ne dit pas dans un test standard. Les racines profondes de l'Europe, celles d'avant les frontières, d'avant les royaumes, d'avant même l'écriture. Tu vas découvrir comment les premiers chasseurs-cueilleurs ont survécu à l'âge glaciaire. Les premiers agriculteurs venus d'Anatolie ont transformé l'Europe. Et comment une mystérieuse population des steppes a propagé sa langue et son code génétique à des millions de personnes. Et tu verras que ce que nous appelons Européens est peut-être une illusion née du métissage. Bien avant les pyramides, les temples grecs ou les routes romaines, l'Europe était peuplée. Des petits groupes de chasseurs-cueilleurs, organisés en clans nomades, arpentaient les forêts et les steppes glacées. Ce sont eux les véritables premiers Européens. On retrouve leurs traces il y a plus de 40 000 ans, avec l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Ils cohabitent brièvement avec les Néandertaliens, puis finissent par les remplacer. Leur mode de vie est simple, mais parfaitement adapté. Chasse aux rennes, aux bisons, cueillette et une connaissance fine des cycles naturels. Génétiquement, ces groupes sont porteurs d'un héritage appelé WHG, Western Hunter-Gatherers, qu'on retrouve encore aujourd'hui, en faible proportion, dans les ADN modernes, notamment en Europe de l'Ouest. Pendant des millénaires, ces populations survivent à des conditions extrêmes. Durant le dernier maximum glaciaire, vers moins 20 000, une grande partie de l'Europe est couverte de glace. Les humains se replient dans des refuges plus cléments, comme le sud de la France, l'Italie ou la péninsule ibérique. Ce sont ces foyers qui, après le réchauffement climatique, vont repeupler l'Europe. Et si ton ADN portait encore la mémoire d'un clan qui vivait en France pendant l'âge glaciaire, traquant le mammouth et sculptant des grottes? C'est peut-être le cas. Ces chasseurs-cueilleurs ont laissé plus que de l'ADN. Ils ont laissé l'art. Les peintures de Lascaux, de Chauvet, les statuettes féminines comme la Vénus de Willendorf. Ces œuvres montrent une profondeur symbolique insoupçonnée. Mais malgré leur long règne, ces premiers Européens vont bientôt rencontrer une autre vague. Des hommes venus du sud-est, porteurs de graines, d'animaux et d'un tout autre mode de vie, l'agriculture. Et ce choc entre deux mondes ne va pas détruire l'un ou l'autre, mais créer le premier grand métissage génétique européen. Vers 7000 avant notre ère, un bouleversement radical traverse l'Europe, l'agriculture. Elle ne naît pas sur le continent, mais dans le croissant fertile, entre la Mésopotamie et l'Anatolie. De là, des groupes d'agriculteurs sédentaires entament une lente migration vers l'ouest, sur plusieurs générations. Ces hommes et femmes ne viennent pas avec des épées, mais avec des graines, des outils, des poteries et des animaux domestiques. En quelques siècles, ils atteignent les Balkans, puis l'Europe centrale et finissent par s'installer jusque dans la vallée du Rhône et le nord de la France. Génétiquement, ils appartiennent à une branche appelée EEF, Early European Farmers. Leur ADN est très différent de celui des chasseurs-cueilleurs. On retrouve aujourd'hui cet héritage de manière dominante dans le sud de l'Europe. Italie, Grèce, Espagne, mais aussi dans les Balkans. Imagine une famille venue d'Anatolie il y a 9000 ans, plantant les premières céréales en Europe. Si tu es méditerranéen
il y a de fortes chances que tu descendes, au moins en partie, de ces pionniers. Leur arrivée ne se fait pas par la guerre, mais par assimilation progressive. Les archéologues trouvent des traces de cohabitation entre les deux populations. Des villages agricoles où l'on enterre parfois des individus porteurs d'un mélange génétique. C'est le début d'un lent fusionnement entre le monde nomade et le monde sédentaire. Mais ce changement n'est pas que génétique. Il modifie le mode de vie, l'alimentation, la structure sociale. Les agriculteurs introduisent des rites funéraires nouveaux, des outils de pierre polie, des maisons longues et surtout une forme de domination territoriale jusque-là inconnue. Ce métissage entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs crée une nouvelle population européenne, mais ce n'est pas fini. Une troisième vague arrive bientôt, venue non plus du sud, mais de l'est, avec chevaux, chariots et un langage qui va marquer l'Europe pour toujours. Et si ce troisième peuple avait laissé dans ta bouche les mots que tu prononces encore aujourd'hui? Vers 3000 avant notre ère, un nouveau groupe humain se met en mouvement, cette fois depuis les steppes du sud de la Russie et de l'Ukraine. Ces hommes viennent d'un monde radicalement différent, celui de la mobilité à grande échelle. Ils maîtrisent l'élevage du cheval, utilisent des chars à roues pleines et pratiquent un mode de vie semi-nomade organisé autour du troupeau. Ce peuple, qu'on appelle aujourd'hui les Yamna, va bouleverser l'équilibre génétique de l'Europe. Ces cavaliers ne viennent pas pour s'installer à côté. Ils submergent les régions agricoles en quelques générations, notamment l'Europe centrale. Là où ils passent, ils laissent un impact génétique massif. Dans certaines zones, plus de 75% du génome local est remplacé par celui des Yamna. C'est l'un des métissages les plus rapides de l'histoire du continent. Et si je te disais que la langue que tu parles, français, espagnol, allemand ou même persan, descend peut-être de ces cavaliers nomades venus des steppes. En effet, ces populations sont très probablement les porteurs des langues indo-européennes, à l'origine de la plupart des idiomes parlés aujourd'hui en Europe, à l'exception notable du basque, du finnois et de quelques autres. Leur diffusion ne s'est pas faite par l'écriture, mais par la conquête, l'intégration, le prestige. Génétiquement, cette population introduit aussi des mutations nouvelles. Peau plus claire, yeux clairs et une tolérance accrue au lactose, qui deviendra l'un des traits distinctifs des populations européennes du Nord et de l'Est, que le contexte culturel et génétique donne naissance à une nouvelle population hybride, porteuse des traditions agricoles, des anciennes mémoires de chasse et d'une structure sociale patriarcale et guerrière. C'est l'Europe proto-historique qui se forme. Et ce n'est pas fini, car ce mélange ne se stabilise pas. Il continue d'évoluer, de se recombiner, de se fragmenter. L'Europe devient alors un immense puzzle vivant. Après l'arrivée des Yamna, l'Europe ne devient pas un bloc unifié. Elle devient au contraire un mosaïque mouvante de peuples, de cultures et de lignées. Chaque vallée, chaque plaine, chaque péninsule développe un équilibre différent entre les trois grandes composantes génétiques: chasseurs-cueilleurs, agriculteurs du Proche-Orient et pasteurs des steppes. Mais ce n'est pas qu'un métissage lent. Par endroits, certaines lignées disparaissent presque complètement. En Europe centrale, l'ADN des chasseurs-cueilleurs devient marginal. En revanche, dans le sud de la péninsule ibérique ou en Scandinavie, il persiste plus longtemps. La génétique devient géopolitique, et ce processus ne s'arrête pas avec le néolithique. Durant l'âge du bronze, puis du fer, de nouvelles migrations ont lieu. Celtes, Ligures, Étrusques, Thraces, Scythes, Grecs, Romains, puis les grandes invasions, dites barbares, Germains, Huns, Slaves, etc. Tu crois être d'origine italienne ou française? Mais quelle période de l'histoire prends-tu comme point de départ? Il n'y a jamais eu un seul peuple, seulement des vagues et des remous. Ce patchwork se recompose sans cesse par la guerre, le commerce, les mariages,
les alliances politiques. Le bassin méditerranéen devient un carrefour où se croisent des ADN nord-africains, moyen-orientaux et européens. Le nord de l'Europe, longtemps isolé, est à son tour influencé par les migrations germaniques, vikings, puis slaves. Certains peuples résistent, les Basques, qui conservent une langue pré-indo-européenne et un profil génétique unique. Mais même eux montrent des signes d'anciens mélanges. L'Europe devient donc un organisme vivant dont les cellules sont constamment en mutation. Et cette histoire silencieuse s'inscrit dans notre ADN. Mais jusqu'à récemment, on ne savait pas la lire. Donc aujourd'hui, grâce à la génétique moderne, on peut enfin comprendre d'où l'on vient. Mais es-tu prêt à découvrir ce que ton ADN révèle et ce qu'il ne dit pas? Aujourd'hui, il suffit d'un peu de salive et d'un kit à 99 € pour explorer son origine. Les tests ADN grand public comme 23andMe, MyHeritage ou Ancestry ont popularisé une vision séduisante, celle d'une carte génétique personnelle, colorée, découpée en pourcentage. Mais que révèlent-ils vraiment? En réalité, ces tests ne donnent pas ton origine exacte, mais une comparaison statistique avec des populations actuelles. Si ton profil ressemble à celui des gens vivant aujourd'hui en Galice, en Toscane ou dans les Carpates, on t'attribue ce pourcentage. Mais les généticiens eux-mêmes le disent. Ces résultats sont souvent fluctuants, interprétables et surtout récents. Tu es 30% scandinave? En vérité, tu es peut-être 10 000% plus complexe que ça. Les tests les plus sérieux permettent toutefois d'aller plus loin. Certains traquent des haplogroupes, des marqueurs génétiques transmis par la lignée paternelle, chromosome Y, ou maternelle, ADN mitochondrial. Ces lignées peuvent remonter à des peuples spécifiques, les chasseurs-cueilleurs WAG, les agriculteurs anatoliens EEF ou les cavaliers des steppes R1A, R1B. Mais même là, prudence, car entre l'aplogroupe d'un ancêtre masculin, il y a 5000 ans, et ton patrimoine complet d'aujourd'hui, des milliers de mélanges se sont produits. Un seul haplogroupe ne raconte qu'une ligne parmi des milliers. Et il y a aussi ce que l'ADN ne dit pas, la langue que tu parles, la culture que tu pratiques, les traditions de ta famille. L'ADN n'est pas une carte d'identité. C'est un fil conducteur, pas une définition. Ces outils modernes nous offrent une fenêtre fascinante sur le passé, mais ils ne doivent jamais enfermer dans des cases. L'Europe n'est pas une lignée pure, c'est un croisement permanent, une aventure humaine pleine de rencontres, de fusions et d'oublis. Alors à la lumière de tout ça, une question se pose. Qu'est-ce que ça veut dire, être européen? Nous avons traversé des millénaires. De la chasse aux mammouths aux premières moissons, des cavaliers des steppes aux grandes civilisations, l'Europe s'est construite dans le brassage. Chaque génération a mélangé son sang, ses coutumes, ses croyances. Résultat, il n'existe aucun ADN pur, aucun peuple figé dans le temps, seulement des strates, des fragments, des transmissions. Tu n'es pas l'héritier d'un seul peuple. Tu es la mémoire vivante de milliers de migrations, de fusions, d'adaptations. Et cette richesse invisible, inscrite dans tes cellules, raconte une autre histoire de l'Europe. Une histoire mouvante, partagée et bien plus profonde que toutes les frontières actuelles. Être européen, ce n'est pas appartenir à un groupe. C'est porter en soi une multitude d'héritages, parfois contradictoires, mais toujours liés. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un like. Ça aide à faire remonter ce savoir. Abonne-toi pour d'autres explorations historiques et scientifiques. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà fait un test ADN? T'a-t-il surpris?